il a été démontré aussi dans un contexte de friche agricole, cette fois, que les plantations de peupliers hybrides pouvaient accélérer la colonisation par les essences forestières indigènes. Donc, dans le cadre de ce projet, la question principale de recherche qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut utiliser des essences pionnières à croissance rapide, du peuplier hybride en particulier, sur les pentes de stériles pour faciliter d'un côté l'établissement des essences forestières sur ces pentes, mais avec d'un autre côté des niveaux d'érosion acceptables. Et le facteur sur lequel on a travaillé en particulier, c'est l'espacement de plantation. Quel espacement de plantation choisir pour avoir un niveau de conditions microclimatiques sous couvert qui facilite l'établissement des essences forestières et un espacement de plantation qui permet d'avoir un niveau de compétition avec la végétation adventice, qui permet une croissance suffisante des arbres, qui permet de limiter l'érosion en combinant donc une strate de végétation sous les arbres et qui éventuellement aussi permet d'avoir un niveau de végétation adventice qui va être peu compétitif vis-à-vis de semi-forestiers. Les objectifs de recherche concernaient l'étude de l'influence de différents espacements de plantation sur l'érosion du sol d'une part et sur l'établissement des essences forestières d'autre part, en visant à comprendre les mécanismes responsables des réponses observées. Les facteurs expérimentaux qu'on a étudiés, comme je disais, c'est la densité de plantation et également, c'est sensible, je ne peux pas toucher. Puis on a un traitement, vous verrez, où on combine la plantation d'arbres à un ensemencement d'herbacées agronomiques comme témoin positif finalement par rapport à l'érosion du sol, de la compétition, voir ce que ça donne sur nos réponses. Les réponses étudiées, donc elles vont concerner l'érosion du sol, la survie et la croissance des arbres plantés et également le recrutement des essences forestières. Puis pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent la relation entre ces facteurs et ces variables réponses, on s'intéresse à des variables explicatives qui vont concerner le développement racinaire dans le sol superficiel des plantations, le recouvrement de la végétation et également les conditions environnementales qu'on retrouve au niveau du sol pour les mettre en lien avec l'établissement des semi-forestiers. On a travaillé au niveau méthodologique dans une plantation sur des pentes de stériles de 33% qui a été établie en 2013. C'était une plantation en dispositif en bloc complet, en bloc de répétition complet aléatoire avec 3 répétitions. Chaque bloc comportait 5 traitements que vous voyez dessinés ici. Premier traitement, espacement des peupliers hybrides plantés à 1 mètre par 1 mètre. Un autre traitement où c'est planté à 2 mètres par 2 mètres, 4 mètres par 4 mètres. Un traitement ici où on plante les arbres à 2 mètres par 2 mètres et on combine cette plantation à un ensemencement d'herbacées agronomiques anti-érosion et un traitement témoin où on n'a ni arbre planté ni ensemencement herbacé. Toutes les parcelles, les pentes de stériles ont été recouvertes de 50 cm de sol végétal. Les boutures qu'on a utilisées, elles faisaient 1 mètre de long, on les a plantées à 30 cm de profondeur. Et c'était le chlorine 915-319 produit par le ministère des Ressources naturelles. C'est un hybride de Maxime Bouzy et de Balsamique. Une photo de la plantation, ça c'est l'année de la plantation, c'est en juillet 2013. Vous voyez ici une parcelle plantée à 1 mètre par 1 mètre, donc à forte densité de plantation. Ici, c'est planté à 2 mètres par 2 mètres, combiné à l'ensemencement herbacé. Puis là, on voit un petit bout d'une parcelle plantée à 4 mètres par 4 mètres. Ce que vous voyez aussi sur la photo, c'est que la forêt qui environne le site minier est proche de la plantation. On est à moins de 50 mètres du bas de pente ici. C'est une forêt surtout d'épinette noire assez humide dans ce coin du site minier. Voici une photo de la plantation 3 ans après la plantation, donc en septembre 2015, avec la même parcelle, 1 mètre par 1 mètre,
4 mètres par 4 mètres. Puis ce que je veux que vous voyez sur cette photo, c'est qu'on a eu une colonisation importante de notre sol végétal par une végétation adventiste. Puis ça s'est produit dès la deuxième année après plantation. Vous allez le voir sur les graphiques un peu plus tard. Donc au niveau des résultats obtenus, si on regarde ce qui se passe au niveau de la survie et de la production de biomasse aérienne des peupliers plantés, puis le suivi, on l'a fait les 3 premières années après plantation, donc année 1, année 2, année 3 à chaque fois. 3 ans après plantation, on a une survie des peupliers qui est de 100% pour tous les traitements. Donc on a un clone de peuplier qui semble bien s'adapter, bien s'acclimater à notre contexte de pente d'eau stérile. Ce qu'on voit aussi au niveau de la productivité aérienne, la production de biomasse aérienne, des peupliers, 2 ans et 3 ans après plantation, c'est que lorsqu'on augmente l'intensité de la compétition, qu'elle soit intraspécifique, donc entre les arbres, quand on resserre l'espacement de plantation, ici à 1 mètre par 1 mètre, ou quand on combine la plantation à un ensemencement herbacé, ce qui augmente la compétition interspécifique entre arbres et adventices, on a une diminution de la production de biomasse aérienne des arbres. Cette diminution de biomasse pour le traitement combiné à l'ensemencement herbacé est liée à une diminution du diamètre des arbres, non pardon, de la hauteur des arbres, alors que pour les parcelles plantées à 1 mètre par 1 mètre, c'est une diminution du diamètre qui est responsable de cette diminution de biomasse. Ce qu'on voit aussi, tout ça c'est en accord avec ce qu'on appelle donc avec les plantes ensemencées, a tendance à la productivité aérienne d'une compétition intraspécifique. Donc, la production de masse aérienne, plantation, ce qui voudrait laisser penser à 2 mètres par 2 mètres. En termes de compétition, donc ça c'est I'm going to eat. Yes, you? Yeah. Right? Yeah. Au mois de juillet, 2 ans et 3 ans après plantation. Ce qui est intéressant de voir, 3 ans après plantation, le traitement, on atteint une fermeture complète de la canopée. Donc ça, je ne vais pas le discuter beaucoup, mais c'est pour que vous le reteniez parce que ça va expliquer pourquoi au niveau de la strate des adventices, on peut avoir, en tout cas il y a des conséquences. Ça les voir. Si on regarde justement le recouvrement des adventices au cours des trois saisons de croissance qui suivent la plantation, donc ici vous avez le recouvrement en pourcentage, et septembre 2013, deuxième année, donc 2014 après plantation, troisième année. Ce qu'on peut voir, c'est que le recouvrement sur les parcelles combinant plantation et ensemencement herbacé agronomique est maximal. Dès la première année après plantation, on atteint plus de 80% de recouvrement grâce à notre ensemencement herbacé. C'est ce qu'on s'attendait finalement, parce qu'on veut vraiment limiter au maximum l'érosion sur ce traitement. Puis, dès le début de la deuxième année, ici après plantation, vous voyez que le recouvrement sur toutes les autres parcelles augmente, le recouvrement des adventices. C'est la colonisation dont je vous parlais du sol végétal par les adventices, une colonisation naturelle. Ce recouvrement va atteindre 70% à la fin de la deuxième année. La troisième chose qu'on peut remarquer, ici, c'est sur le traitement en pointillé bleu, espacement à 1 mètre par 1 mètre. À partir de la troisième année, on a une diminution du recouvrement de la végétation adventice, probablement à mettre en relation avec la fermeture de la canopée sur cet espacement à 1 mètre par 1 mètre, qui diminue l'arrivée de lumière au sol, qui est nécessaire finalement
au développement de ces adventices qui sont souvent intolérants à l'ombre. La colonisation ici par les adventices, je parle d'adventices, mais c'est surtout des herbacées. Il y a peu de ligneux qui colonisent dans ces plantations. Ça, c'est le recouvrement. Je vous ai mis aussi quelques données sur l'estimation de la biomasse de la végétation adventice pour vous montrer que cette biomasse sur le traitement avec ensemencement herbacé, la biomasse est maximale. Elle est plus importante que les parcelles témoins où on n'a ni ensemencement herbacé, ni plantation. Et que sur le traitement à espacement 1 mètre par 1 mètre, c'est la valeur minimale de biomasse des adventices qui est obtenue. Les mêmes ratios entre les différents traitements sont obtenus en 2015, mais on observe généralement une diminution de la biomasse des adventices dans toutes les parcelles. Elle est divisée par 2. Donc il semble que les arbres gagnent du terrain progressivement, les arbres plantés sur la végétation adventice au cours du développement de la plantation. En ce qui concerne le développement racinaire dans le sol superficiel, donc là on a fait du carottage de racines dans les 10 premiers centimètres du sol autour d'un arbre par parcelle qui se trouvait au centre des parcelles. Puis on a séparé les racines extraites de ces carottes de sol en d'un côté racines herbacées, de l'autre côté racines d'arbres qu'on a assimilées aux racines de peupliers. Pour ce qui concerne les racines herbacées, on a calculé la densité de longueur de racines. Ça, c'est la longueur totale de racines rapportée au volume de sol de la carotte. Donc, ce qu'on appelle le root mass density en anglais. Vous voyez que sur le traitement avec ensemencement d'herbacées agronomiques, de la même manière que pour le recouvrement aérien, on obtient la plus forte intensité de colonisation de racines en termes de longueur de racines par volume de sol. Puis, sur le traitement à 1 mètre par 1 mètre, ici un pointillé bleu, il semble, ce n'est pas significatif, mais quand même qu'on a une colonisation racinaire moins importante que sur les autres parcelles, due probablement à la compétition avec les arbres, des adventices vis-à-vis des arbres qui sont très resserrés. Pour ce qui concerne la longueur de racines par volume de sol, mais des peupliers plantés cette fois-ci, dans le cas du traitement où les arbres sont espacés à 1 mètre par 1 mètre, oui, c'est là où on a la plus forte intensité de colonisation du sol, mais cette longueur de racine, elle est proportionnelle finalement à l'augmentation du nombre d'arbres sur la parcelle. Donc rien de très surprenant. Ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, par contre, pour le traitement avec ensemencement d'herbacées agronomiques en orange ici, c'est que la 3e année après plantation, on a une forte augmentation de la longueur des racines de peupliers ici, qui est aussi couplée à une augmentation de ce qu'on appelle le specific root length des racines, donc la longueur de racines rapportée à l'unité de masse des racines, donc la capacité des racines à produire de la longueur en investissant moins d'énergie dans la fabrication des racines, puisqu'on diminue la masse. Ce qui voudrait dire que le peuplier s'acclimate de plus en plus à la compétition pour l'espace entre les racines du peuplier et les racines des adventices, en fait de la végétation herbacée ensemencée. Donc le peuplier montre des bonnes aptitudes de compétition au niveau racinaire avec cette végétation ensemencée. Si on s'intéresse d'ailleurs au ratio de longueur de racines de peuplier sur la longueur de racines d'herbacées dans les mêmes carottes de sol, donc dans un volume de sol donné, on voit que ce ratio il augmente pour tous les traitements de la 2e à la 3e année de plantation. Donc, comme je vous disais, les racines des arbres occupent de plus en plus, pas d'espace, mais de longueur finalement dans nos carottes de sol, ce qui est positif au niveau de la compétitivité finalement de l'arbre par rapport à la végétation adventice. Notamment dans le traitement avec ensemencement
d'herbacées agronomiques, vous voyez que ça augmente d'un facteur 10 de la deuxième à la troisième année de plantation. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que pour les deux traitements, espacement 1 mètre par 1 mètre, 2 mètres par 2 mètres, on a un ratio qui est supérieur à 1, ce qui montre que les racines du peuplier sont dominantes en termes d'occupation de l'espace par rapport aux racines des adventices. L'érosion du sol maintenant. Donc ça, je ne sais pas si vous êtes familier avec les techniques pour suivre l'érosion du sol. On a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode des tiges d'érosion. On plante des longues tiges métalliques dans le sol et on suit à intervalles réguliers la hauteur de tige qui dépasse du sol. Ça nous permet de voir si on a une perte de sol ou une accumulation de sol éventuellement au cours du temps dans certaines zones de la plantation. Nous, nos tiges, elles étaient placées au milieu des parcelles plantées. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait surtout des pertes de sol au moment de la fonte des neiges, donc entre l'automne et le mois de mai de l'année qui suivait. Par contre, au cours de l'été, avec les précipitations, c'était plutôt une accumulation de sol qui se faisait au bas des tiges. Puis, on a trouvé des différences significatives entre les traitements testés pour la première fonte des neiges, la pré-plantation, donc entre 2013 et 2014. Ce qu'on a montré, c'est que les parcelles qui combinaient plantation à 2 mètres par 2 mètres et ensemencement d'herbacées agronomiques étaient les plus efficaces pour limiter l'érosion. Donc, pas de grande surprise. Par rapport à nos parcelles témoins sans arbres et sans ensemencement herbacé. En ce qui concerne les parcelles où on a planté des arbres avec une densité de plantation variable, comme vous voyez, le fait de changer la densité de plantation, donc le recouvrement de la canopée des arbres, la quantité de racines dans le sol, ça n'a pas eu beaucoup d'influence sur les pertes de sol mesurées. On pense que c'est parce que c'est surtout la végétation adventice, donc au niveau du sol, qui contrôle l'érosion dans ces plantations. Puisqu'on a vu sur le graphique que j'ai présenté précédemment, c'est que la végétation adventice elle avait un recouvrement assez similaire au début de la deuxième année après plantation dans toutes ces parcelles et que la seule différence était avec cette parcelle-là. Puis, si on cherche dans la littérature, on creuse un petit peu l'effet relatif d'une végétation type arbre versus une végétation herbacée sur le contrôle de l'érosion. Ce qu'on voit, c'est que des essences plantées, elles sont moins efficaces que des herbacées pour contrôler l'érosion parce que le couvert est plus loin du sol et parce qu'aussi, dans une plantation, on a un couvert moins uniforme au départ que si on ensemence une végétation herbacée. Puis, pour conforter notre hypothèse que c'est plutôt la végétation adventice qui va contrôler l'érosion dans nos parcelles non ensemencées, on sait qu'une couche herbacée, même dégradée, peut réduire efficacement l'érosion du sol dans des pentes sur site minier. Alors, on va passer à ce qui concerne les conditions microclimatiques au niveau du sol dans nos plantations avec les différents traitements. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait, on a positionné 3 quadrats de 1 mètre carré dans chaque parcelle de la plantation, sous les arbres. Et dans ces quadrats, on a mesuré avec un septomètre l'intensité de la lumière qui se rendait jusqu'au sol. Et on a mesuré en continu aussi l'évolution des teneurs en eau volumique dans la partie superficielle du sol. Nos sondes étaient positionnées à 5 cm de profondeur. Ici, vous avez l'évolution de la teneur en eau volumique en pourcent dans le sol superficiel en fonction de la densité de plantation. Donc, on a, je ne sais pas si vous voyez, mais le premier, le 0, c'est notre témoin sans arbre. Ensuite, on a la plantation à 4 mètres par 4 mètres, 2 mètres par 2 mètres, 1 mètre par 1 mètre. Et ici, vous avez l'intensité lumineuse qui se rend jusqu'au sol, donc le PPFD. En fonction aussi de la densité de plantation avec les différents traitements qui apparaissent. Vous avez aussi sur certains graphiques un petit triangle ici qui représente la valeur obtenue pour notre paramètre microclimatique dans la plantation combinée à l'ensemencement herbacé.
qui est mis relativement qui est positionné au même niveau que la plantation à 2 mètres par 2 mètres, mais sans ensemencement. Donc, ce qu'on peut voir, on a fait des mesures la deuxième année après plantation, 2014, de fin juin à fin juillet. Puis en 2015, on a séparé notre période de mesure en début de saison de croissance, de mi-mai à mi-juin, puis de mi-juillet à mi-août. Donc, ces deux périodes peuvent être mises en relation. Celle-ci, c'est le début de la saison de croissance, il se passe autre chose, vous allez voir. En particulier au niveau de l'eau, teneur en eau volumique dans le sol superficiel. Si on regarde d'abord ce qui se passe au début de la saison de croissance, donc en 2015, on voit que la teneur en eau volumique du sol augmente de manière linéaire, de manière significative avec la densité de plantation. Quand on a des arbres qui sont plus rapprochés, c'est en lien avec notre hypothèse que plus on resserre les arbres, plus on a une canopée dense, un couvert arboré dense, plus ça limite l'évaporation du sol et donc plus ça conserve l'eau dans le sol, on a une augmentation de la teneur en eau volumique. Mais ce qu'on a observé aussi en deuxième partie de saison de croissance, donc à partir de fin juin, juillet, c'est que au lieu d'avoir une relation linéaire entre teneur en eau volumique et densité, on passait à un patron quadratique. Donc, ce qui se passe, c'est que les arbres à une densité de plantation de 1 mètre par 1 mètre prélèvent aussi de l'eau de manière assez intense qui va être perdue par transpiration, ce qui diminue la teneur en eau volumique du sol superficiel. Donc, on a une valeur de teneur en eau volumique finalement dans ces parcelles à forte densité de plantation qui ressemble à celle qu'on trouve dans notre parcelle témoin sans arbre. Et la valeur maximale de teneur en eau volumique qu'on a pu trouver dans cette deuxième partie de la saison de croissance, elle se situe dans les plantations avec un espacement intermédiaire à 2 mètres par 2 mètres. Pour la lumière, on a aussi trouvé un patron quadratique, une relation quadratique entre la densité de plantation et l'intensité de la lumière qui arrive au sol. Ce qui se passe, c'est que quand on resserre les arbres, c'est sûr qu'avec la fermeture de la canopée progressive, on diminue la lumière qui arrive au sol. On a une réduction de 70% de la quantité de lumière qui arrive au niveau du sol dans ces plantations 1 mètre par 1 mètre. Pour l'espacement à 2 mètres par 2 mètres, on a 35% à peu près de l'intensité lumineuse qui est interceptée. Et ce qui se passe, c'est qu'au début, sur nos parcelles témoins sans arbres, on a quand même un développement important de la végétation adventice qui va aussi intercepter une partie de la lumière qui sera au sol. C'est pour ça qu'on a un patron quadratique. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que dans la plantation, on ensemence aussi des herbacées agronomiques. Là aussi, on a une forte interception de la lumière. On a 60% de la lumière qui se rend pas au sol. Parce qu'on a un recouvrement important de la végétation, puis une biomasse importante aussi de cette végétation d'herbacées agronomiques. Si on s'intéresse à la colonisation naturelle par des semis arborescents dans la plantation, pour cela, on a positionné 9 quadrats de 1 mètre carré sur chaque parcelle, dans lequel on a suivi un petit peu toute l'apparition de semis, leur mortalité au cours du temps, etc., naturellement établie finalement. Puis plusieurs essences ligneuses ont été capables de s'installer dans la plantation. Des salicacées, du peuplier, du saule, des épinette, du sorbier, du sapin, des cerisiers, du bouleau et puis du cornouiller. C'est tout ce qu'on a trouvé deuxième, troisième année après plantation. Ce sont surtout les salicacées puis surtout du peuplier qui dominaient cette colonisation naturelle avec 70% du nombre total d'individus et 10% du nombre total d'individus. L'abondance totale des semis, fin 2014, c'était 1,3 individus par mètre carré et 1 individu par mètre carré environ fin de la troisième année. Donc, c'est quand même pas négligeable. Notre plantation à 1 mètre par 1 mètre, elle a peut-être du sens. Si on regarde les patrons d'émergence des salicacées, donc peuplier et saule uniquement, dans la plantation en fonction de la densité
de plantation, là, ce qu'on voit, c'est que ça suit un patron quadratique qui ressemble à celui de la teneur en eau volumique de l'eau deuxième partie de la saison de croissance. On a aussi une diminution de cette émergence, taux d'émergence sur les parcelles ensemencées avec des herbacées agronomiques. Donc ça semble néfaste pour l'émergence des salicacées. Ça ressemble aussi au patron en tout cas pour cette partie-là, de lumière arrivant au sol dans nos plantations avec des valeurs maximales trouvées sous la plantation à 2 mètres par 2 mètres. La mortalité de ces salicacées, par contre, on voit qu'elle augmente nettement avec la densité de plantation. Et plus on resserre les arbres, moins il y a de lumière qui arrive au sol. Probablement que c'est ça qui influence négativement la survie de ces essences qui sont intolérantes à l'ombre, pour la plupart des salicacées. Puis ici, on regarde la résultante finalement en fin de la 3e année après plantation sur l'abondance en nombre d'individus par mètre carré de ces salicacées. On voit qu'on garde des patrons quadratiques et une influence négative de l'ensemencement d'herbacées agronomiques sur cette abondance finale. Puis on a cherché à faire des corrélations linéaires entre l'émergence ou la mortalité des semis naturellement établis avec les conditions microclimatiques. On a trouvé une corrélation significative et négative entre la lumière disponible au niveau du sol et la mortalité des salicacées. Donc il semble bien que ce soit la lumière qui contrôle la survie de ces espèces intolérantes à l'ombre. On s'est intéressé aussi à des espèces qui arrivent plus tard dans la succession végétale, la succession forestière, l'épinette blanche, une espèce de mi-succession, et le sapin baumier, qui est une espèce de fin de succession. Pour cela, comme vous voyez qu'on n'avait pas beaucoup de colonisation naturelle dans nos plantations par ces essences, on a fait des ensemencements sur 3 quadrats de 1 mètre carré par parcelle. 400 graines d'épinette, 400 graines de sapin dans chaque quadrat. C'était un beau travail pour l'étudiant, je vous le dis. Puis on a suivi l'émergence des 2 essences en fonction de la densité de plantation. Puis ce qu'on a vu, c'est que ce taux d'émergence, donc taux de germination de graines, tourné pour l'épinette, il était supérieur à 10%, supérieur à 5%, autour de 5% pour le sapin baumier. Puis ce taux augmentait de manière linéaire avec la densité de plantation. Ça ressemble à ce qu'on observe comme patron pour les teneurs en eau volumique du sol superficiel en première partie de saison de croissance, donc de mai à fin juin. Puis on a testé des corrélations entre teneur en eau volumique et émergence des 2 essences. On a des R qui sont assez élevées, mais les valeurs de P qu'on a obtenues, elles restent en dessous du seuil qui a été fixé après correction de Bonferroni. On ne peut pas dire que c'est significatif, mais disons que ça a du sens. Puis, en ce qui concerne la mortalité des semis, on a trouvé un effet significatif de l'ensemencement herbacé qui augmente la mortalité des semis de sapin baumier sur parcelles ensemencées par rapport aux parcelles plantées au même espacement mais non ensemencées. Puis la résultante au niveau du succès de recrutement du sapin baumier à la fin de la 3e année après plantation, ben on voit que quand même on garde un patron, une relation linéaire entre le nombre de semis germés qui ont survécu à la fin de la 3e année et la densité de plantation. Donc il semblerait que notre plantation à forte densité soit favorable à l'établissement d'une espèce de fin de succession comme le sapin baumier. En conclusion, on peut dire que l'érosion du sol qui est apporté au-dessus des pentes de stériles est surtout limitée, en tout cas c'est ce qu'on pense, par la colonisation d'une végétation adventice dans les plantations.
plutôt que par les peupliers plantés. Et ça, c'est relié à l'utilisation d'un sol végétal de bonne qualité pour recouvrir les pentes de stérile, qui a permis, dès la deuxième année, une colonisation assez importante par la végétation adventice. On atteint 70% de recouvrement, ce qui n'est pas négligeable. Le clone de peuplier qu'on a utilisé, il semble bien tolérer la compétition interspécifique pour l'eau dans nos pentes de roches stériles qu'on pense bien drainées. Donc moi je m'attendais peut-être à avoir plus de mortalité dans ces plantations que ce qu'on a observé. 100% de survie 3 ans après plantation, alors qu'on est dans un milieu quand même drainé. Il semble que 50 cm de sol végétal de bonne qualité, ça suffit pour fournir assez d'eau, en tout cas à court terme, au peuplier gris, quand même une essence qui consomme beaucoup d'eau. C'est vrai qu'on est dans un environnement aussi sur pente de stérile où on ne peut pas envisager de faire un contrôle de la végétation adventice. Puis c'est rassurant de voir que notre peuplier, au niveau racinaire, puis au niveau aérien peut-être moins, mais au niveau racinaire, en tout cas, il prend le dessus. Il va prendre le dessus pour la colonisation de l'espace par rapport aux herbacées adventices. Donc c'est intéressant, c'est rassurant. Lorsqu'on augmente le niveau de compétition interspécifique, donc lorsqu'on combine la plantation à un ensemencement d'herbacées agronomiques, on observe que ça produit un changement d'allocation des ressources au niveau des peupliers. Il semble y avoir une plus grande production de racines fines par ces peupliers exposés à une compétition avec les herbacées agronomiques en termes de longueur de racines, puis de surface de longueur spécifique de racines, alors qu'au niveau aérien, la production de biomasse aérienne est plutôt réduite par la compétition interspécifique. Il semble que notre espacement à 2 mètres par 2 mètres permet un développement des arbres qui est peu limité par la compétition pour les ressources, au moins pendant les 3 premières années après plantation. Ce qu'on a observé aussi, c'est que le fait de planter des peupliers, ça permet assez rapidement d'exercer un contrôle sur les conditions microclimatiques au niveau du sol, sous les arbres plantés. On observe une variation des conditions microclimatiques en fonction de la densité de plantation dès la 2e et la 3e année après plantation. Les relations qu'on obtient entre justement cette densité de plantation et les variables microclimatiques, elles sont souvent quadratiques, ce qui veut dire qu'on a des phénomènes concurrents qui régissent finalement cette relation entre densité des arbres et conditions microclimatiques. En ce qui concerne l'eau, par exemple, on a les deux phénomènes, limitation de l'évaporation par le recouvrement de la canopée d'une part, mais augmentation possible de la transpiration d'autre part, puis la résultante, elle est variable. Puis pour ce qui concerne l'interception de la lumière, c'est sûr que la canopée des arbres va intercepter de la lumière, puis va peut-être diminuer le recouvrement des adventices, donc moins de lumière qui arrive au sol, mais quand il y a moins d'arbres, il y a plus d'adventices qui interceptent aussi beaucoup de lumière. C'est le cas dans nos parcelles ensemencées avec des herbacées agronomiques. Donc les deux strates de végétation sont vraiment à considérer. On a pu mettre en évidence une facilitation des plantations qui s'exerce vis-à-vis du recrutement des essences de début, mi et fin de succession forestière. C'est surtout les patrons de teneur en eau volumique du sol en début de saison de croissance qui semblent contrôler cette facilitation. Mais on a aussi mis en évidence qu'une compétition pour la lumière pouvait s'exercer entre peupliers et essences de début de succession, surtout qui sont intolérantes à l'ombre, les salicacées en particulier. Le fait d'ensemencer des herbacées agronomiques dans les plantations, ça exerce une compétition importante vis-à-vis des semi-forestiers, mais c'est sûr qu'on voit aussi que les peupliers plantés gagnent du terrain progressivement sur cette végétation ensemencée, puis peut-être qu'avec le temps, son recouvrement, sa biomasse va diminuer, puis que ça va faire de la place pour l'établissement de semi-forestiers à suivre. C'est sûr qu'aussi, on a voulu travailler sur le sapin baumier, l'épinette blanche, puis on voit que la facilitation des arbres plantés s'exerce surtout pour le sapin baumier, qui est une essence tolérante à l'ombre,
Ce n'est pas une essence qui colonise facilement nos pentes de stéril, surtout c'est des graines lourdes, les graines de conifères, ils ont peut-être du mal à se rendre sur le haut des pentes. Donc, c'est peut-être intéressant d'envisager d'avoir recours à un ensemencement manuel pour ces essences-là. En perspective, c'est sûr qu'on a mis en évidence aussi pour la deuxième partie de la saison de croissance, puis on est juste 3 ans après plantation, que le prélèvement d'eau par les peupliers à forte densité de plantation peut augmenter. Ça voudrait dire que peut-être l'effet compétitif des peupliers vis-à-vis des semi-forestiers qui s'installeraient en sous-bois pourrait augmenter aussi avec le temps, les peupliers étant une essence qui consomme beaucoup d'eau. Est-ce qu'on va avoir l'effet compétitif qui dépasse l'effet facilitant? Ça serait intéressant de suivre ce qui se passe à plus long terme. Une autre question aussi que je me pose, puis ça, je n'ai pas de réponse, c'est combiner une essence semi-exotique comme un peuplier hybride à une recolonisation forestière qui serait notre objectif. Est-ce que ça crée un nouvel écosystème? Est-ce que le peuplier hybride va perdurer à long terme? Ou est-ce qu'il va disparaître, puis c'est la forêt naturelle qui va prendre le dessus? C'est une question ouverte. C'est difficile de suivre des dispositifs à long terme sur des sites miniers, mais là, ça vaudrait la peine. Et puis, c'est sûr que moi, je me suis basée dans un cadre conceptuel plus d'écologie des communautés dans le cadre de ce projet, mais j'aimerais éventuellement aussi travailler sur des aspects d'écologie plus fonctionnels avec les processus écosystémiques aussi, voir est-ce que planter des arbres avec du sol végétal sur les pentes d'eau stériles, ça permet de restaurer aussi les processus écologiques. Je pense au stockage de carbone, par exemple, à la décomposition des litières. Qu'est-ce qui se passe à ces niveaux-là? Est-ce qu'on est proche d'un écosystème naturel? Combien de temps ça prend, etc. Puis c'est sûr que là, on s'est intéressé aux semi-forestiers naturels. On s'est intéressé aux adventices qui arrivent en début de plantations qui sont intolérantes à l'ombre, mais est-ce que nos plantations vont être colonisées aussi par des espèces de sous-bois qui sont naturelles dans des milieux forestiers? Puis ça serait intéressant de regarder ça ici. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. C'était vraiment intéressant. Puis j'ai plein d'idées et plein de questions en tête, mais j'aimerais ouvrir le plancher pour des questions peut-être à distance. Sophie, si tu n'en as pas encore. Alors, on pourrait commencer avec la salle. Philippe? Oui, bonjour Marie. Bon, moi aussi, je me questionne sur l'emploi d'une espèce exotique pour restaurer un écosystème forestier. Quand je pense à peuplier, je pense au peuplier baumier, qui pourrait probablement facilement remplacer le peuplier hybride, qui n'a peut-être pas une croissance aussi phénoménale, mais qui a quand même une croissance très bonne. Peut-être même le boulot à papier. Est-ce que c'est des options que vous avez pensées? C'est sûr que dans le cadre de ce projet, j'avais ma contrainte d'érosion depuis quand j'ai monté ce projet-là. Et je voulais une essence à croissance rapide pour envisager justement de remplacer mon ensemencement d'herbacées agronomiques et pouvoir limiter l'érosion. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'érosion que ça aussi dans les plantations. C'est sûr que j'ai vraiment fait attention à placer le sol sans qu'il soit compacté. J'ai un sol qui a autour de 20% de matière organique, donc qui est quand même de bonne qualité, puis qui doit laisser une bonne place à l'infiltration de l'eau plutôt qu'au ruissellement. Donc, ça a permis d'avoir des taux d'érosion acceptables dès la deuxième année, finalement, avec juste ma végétation adventice. Donc, on pourrait, a posteriori, envisager, je pense, de planter des arbres qui poussent moins vite que du peuplier hybride. Moi, je serais preneuse pour des expériences sur site minier d'avoir des lignées de peupliers baumiers indigènes, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, c'est sûr que quand on traite avec des entreprises minières qui ont des grandes surfaces éventuellement à végétaliser, envisager de développer du matériel de plantation qui n'existe pas, ça rajoute un gros travail pour une entreprise qui a déjà beaucoup de choses à gérer. Moi, je pense que j'ai pris ce qui était disponible dans les pépinières ministérielles, mais j'ai discuté avec des personnes je pense que c'est Ressources naturelles Canada,
qui disent qu'en Alberta, il y a des lignées de peupliers indigènes qui sont développées, puis que ça serait intéressant de le faire aussi pour le Québec. Puis moi, je suis intéressée à travailler là-dessus. Stéphane? Bravo, ça a l'air d'être une belle expérience. Est-ce que tu vas faire un suivi? Parce que tu parles du suivi à long terme, puis là, tu ne nous as pas dit c'était où. C'est un petit peu... c'est cachette ou tu ne veux pas savoir ce qu'on... C'est Canadian Malartic. Ah, OK. C'est écrit dans les articles qui sont publiés sur l'étude, donc je peux le dire. C'est des plantations au départ que j'ai établies pour un suivi sur... J'avais un accord avec l'AMI, c'était sur 10 ans au moins, c'était du long terme en tout cas. Ce qui se passe, c'est que sur un site minier, il y a des contraintes qui surgissent chaque année avec des modifications à faire à grande échelle, puis de la gestion de risque à faire aussi au fur et à mesure. Puis des fois, c'est difficile de garder des dispositifs qui sont établis, parce que là, c'est des dispositifs qui sont vraiment dans le parc à résidus, donc sur les zones qui sont encore actives du site minier. Puis je ne sais pas si je vais pouvoir les garder encore les prochaines années pour continuer les suivis. Mon projet vient de se terminer là cette année. J'avais un financement RDC. Je suis en discussion pour voir si les plantations vont être conservées, si je vais pouvoir mettre en place d'autres suivis ou si ça va être détruit, mais c'est hors de mon contrôle. J'aimerais bien. Il y a une question derrière. Je voulais te demander, je m'intéresse à la colonisation naturelle. Dans les essences qu'il y avait de la forêt possible, il y avait le peuplier, il me semble, à 77%. C'est ça le résultat? Je sais plus. Ouais. 70. Parce que tu as parlé des salicacées, des patrons qu'on pouvait retrouver en fonction d'une population. Est-ce qu'on avait aussi pour le peuplier, justement, le peuplier naturellement? Et quand je dis salicacées, c'est la famille qui inclut le genre Populus puis le genre Salix. Donc, tu as vraiment les deux. Ça représente 80% des individus qui colonisent naturellement la plantation. Mohamed a soufflé. Ouais. Est-ce que je peux savoir ce que vous voulez dire par un sol végétal? Le sol végétal, en fait, c'est que dans le cadre d'un projet minier qui démarre, avant de creuser la fosse, avant d'entreposer les rejets miniers, s'il y a du sol initialement présent sur le site minier, on est tenu de le conserver pour la végétalisation dans le futur. Puis quand on excave ce sol pour le conserver, pour la végétalisation, on sépare ce qu'on appelle le sol végétal du sol minéral. Le sol végétal, c'est le sol de surface qui contient de la matière organique et est colonisé par les organismes, puis en particulier par les racines des plantes. Donc c'est souvent, dans le cadre Canadian Malartic, c'était les 30 premiers centimètres de sol, puis la couleur est plus foncée. Pour les opérateurs miniers, c'est souvent facile de séparer les deux sur un critère de couleur. Donc ça a été excavé séparément, ce sol, les 30 premiers centimètres, plus foncé parce qu'il contient de la matière organique, mis en tas, puis ensuite il y avait plusieurs mètres de sol minéral argileux qui ne contenait pas de matière organique, qui a aussi été conservé pour la végétalisation ou pour la respiration du site. Ça répond à ta question? Tu as une dernière question, parce que je sais que tu as un autre rendez-vous. Je sais pas quelle Mais Philippe? Rapidement, vu qu'après avoir ensemencé avec du sapin, des poulettes, je pense que les sapins qui avaient un taux de recrutement peut-être 3%, versus dans le contrôle, donc il n'y avait aucune plantation, versus peut-être 5% de plantation 1 mètre par 1 mètre, et une tendance linéaire peut-être. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que l'ensemencement, même sans plantation de plantules de peupliers est viable dans ce cas-ci? Est-ce que c'est un site un peu spécial à cause du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'érosion en premier lieu, ou est-ce que ça veut dire que dans un certain sens, on pourrait déjà ensemencer tout de suite les espèces de mi-succession, disons? Je veux dire sur des parcelles sans faire de plantation d'arbres. Oui. Selon la personne qu'on est, tout à fait contrôle. C'est sûr que la recolonisation naturelle par les salicacées, qui est dominée beaucoup par le peuplier, ça atteint un individu par mètre carré à peu près. Donc ça va revenir, finalement, si les semis survivent, à une plantation du peuplier 1 mètre par 1 mètre, en tout cas au niveau des conditions microclimatiques qu'on observe là-dedans. Il faudrait peut-être mieux faire des ensemencements de graines en attendant que les peupliers se développent, si on veut bénéficier des conditions plus humides
sous couvert de ces arbres et faciliter l'établissement du sapin damier, mais on voit quand même que naturellement, sans couvert arboré dans les parcelles témoins, le sapin damier est aussi capable de s'installer. Après, est-ce qu'à plus long terme, il va pousser normalement? L'effet facilitant des arbres plantés ou des peupliers qui colonisent naturellement va se maintenir sur la phase de croissance, ça serait à étudier. Mais moi, ce que je retiens de cette étude, c'est que du moment qu'on utilise un sol végétal de bonne qualité, c'est peut-être pas nécessaire de planter, peut-être pas nécessaire d'ensemencer. La recolonisation forestière, elle se fait aussi peut-être plus lentement que si on plante des arbres, parce que là on a un effet facilitant, oui, sur la recolonisation forestière, mais on a aussi de la recolonisation forestière quand on ne plante pas des arbres et quand on n'ensemence pas. Donc, ça dépend beaucoup de la qualité du sol. OK, on va être obligé d'arrêter ça là, mais j'invite à remercier encore. Et on va continuer cette discussion à 2 heures au D115, qui est le local d'art plastique. Juste en bas, si vous vous rendez à l'ascenseur ici, puis un peu à côté du micro-ondes. Juste passer le micro-ondes, effectivement. Alors, ça, c'est à 2 heures pour ceux qui sont intéressés à continuer à discuter avec Marie. Alors, ça c'est la fin des Midis de la foresterie pour la session automne 2018. Ça va être Louis. Quelqu'un va vous inviter à des présentations en hiver 2019. Alors, merci beaucoup, puis je vous souhaite des joyeux.